Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois complexe et absolument fascinant, les tumeurs intracrâniennes. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce qu'elles sont, de voir les grandes catégories et de comprendre comment on les aborde en s'appuyant sur les sources qu'on a analysées pour vous. Tout part de là, d'une contrainte physique toute simple mais fondamentale. Notre crâne, c'est une boîte rigide. Et contrairement à d'autres parties du corps, elle ne peut pas s'étirer, elle ne peut pas s'agrandir pour faire de la place. C'est vraiment le point de départ de tout le problème. C'est la question centrale. C'est cette croissance dans un espace qui ne peut pas s'étendre qui va provoquer absolument toutes les conséquences et tous les symptômes qu'on va explorer. Alors concrètement, que se passe-t-il quand une nouvelle masse s'installe dans cette boîte crânienne ? On va donc commencer par là. Comprendre les mécanismes de base, les conséquences directes de ce phénomène, c'est la clé, vraiment, pour saisir tout le reste. Voilà, la définition, elle est assez directe. Peu importe si la masse vient du tissu cérébral lui-même ou des fameuses méninges qui l'entourent, si ça pousse à l'intérieur du crâne, c'est une tumeur intracrânienne. Simple et efficace. Et là, on touche à la conséquence mécanique numéro 1. La tumeur, elle prend de la place. C'est ce qu'on appelle l'effet de masse. Et comme la boîte ne peut pas s'agrandir, eh bien la pression à l'intérieur monte en flèche. C'est ça l'hypertension intracrânienne, ou HTIC. Et elle se manifeste souvent par un trio de symptômes assez classiques, des maux de tête qui ne lâchent pas, des vomissements souvent très soudains qui, chose curieuse, soulagent la douleur, et des troubles de la vision. Attention, là, on aborde une distinction qui est absolument cruciale. C'est la première grande classification. Soit la tumeur est intraaxiale, c'est-à-dire qu'elle est littéralement dans le cerveau, mélangée à ses tissus. Soit elle est extraaxiale. Elle pousse sur le cerveau, à partir de ses enveloppes. Elle le comprime de l'extérieur. Et vous allez voir, ça change tout. Allez, passons au premier grand type de tumeur. Et c'est l'exemple parfait du concept intraaxial qu'on vient juste de voir. On parle ici des gliomes. Le point à retenir ici, c'est leur fréquence. Si on parle d'une tumeur qui naît directement dans le cerveau, ce qu'on appelle une tumeur primitive, alors dans la majorité des cas, il s'agit d'un gliome. C'est pour ça qu'il est si important de bien les connaître. Alors, d'où viennent les gliomes ? Eh bien, des cellules gliales, qui sont en quelque sorte la charpente, le tissu de soutien de notre cerveau. Donc, par définition, ils sont intraaxiaux. Leur agressivité est classée sur une échelle de grade de 1 à 4. Et le grade 4, on lui donne un nom spécifique, le glioblastome. C'est la forme la plus agressive et la plus redoutable. Et comme la tumeur est directement au contact du tissu cérébral, elle peut l'irriter et provoquer des crises d'épilepsie. C'est un signe clinique assez fréquent. Et maintenant, on change complètement de décor. On passe de l'autre côté du miroir avec les méningiomes. Eux, ce sont les champions de la catégorie extraaxiale. Vous allez voir, on est dans un tout autre univers. Voilà un chiffre qui saute aux yeux, tiré directement de nos sources. Les 2/3 des méningiomes sont découverts chez des femmes. C'est une caractéristique démographique extrêmement marquée pour ce type de tumeur. C'est un point clé. Les méningiomes, comme leur nom l'indique, naissent des méninges, ces fameuses enveloppes qui protègent le cerveau. Ils sont donc extraaxiaux. Et la grande différence avec les gliomes, c'est que la plupart sont bénins et évoluent très lentement. Et comme ils sont à l'extérieur du cerveau, souvent bien délimités, le traitement de choix, c'est la chirurgie. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, les gliomes, dans le cerveau. De l'autre, les méningiomes, sur le cerveau. L'un peut être très agressif, l'autre est typiquement bénin. C'est vraiment le jour et la nuit. Et cette distinction est essentielle pour comprendre la suite, c'est-à-dire le diagnostic et le traitement. Bon, maintenant, on change de perspective. On quitte le monde des adultes, car chez l'enfant, le tableau des tumeurs intracrâniennes est radicalement différent. C'est un point vraiment important à comprendre. Chez l'adulte, la majorité des tumeurs se trouvent en haut, dans les hémisphères du cerveau. Chez l'enfant, c'est l'inverse. Ça se passe en général en bas, dans la partie arrière du crâne, qu'on appelle la fosse postérieure, là où se trouvent le cervelet et le tronc cérébral. C'est une différence de localisation fondamentale. Et dans cette fosse postérieure, on trouve principalement 2 types de tumeurs. D'un côté, le médulloblastome, qui est malin. De l'autre, l'astrocytome kystique, qui lui est bénin et souvent de très bons pronostics si on peut l'enlever complètement. Mais le risque majeur, commun à ces 2 tumeurs, c'est leur remplacement. Elles peuvent facilement boucher les canaux où circule le liquide céphalorachidien. Et ça provoque une hydrocéphalie, c'est-à-dire une accumulation de liquide qui fait monter la pression en flèche. Ok, maintenant qu'on a un bon aperçu des différents types de tumeurs, revenons à une vue d'ensemble. Comment fait-on pour les identifier et les traiter ? Quelle est en gros la boîte à outils à disposition ? Le parcours est assez logique, en 3 temps. D'abord, tout part des symptômes, des signes cliniques. Ensuite, l'étape incontournable, c'est l'imagerie. Et là, l'examen roi, c'est l'IRM, qui va donner une image très précise de la lésion.
Mais attention, l'image ne dit pas tout. Pour avoir la certitude, la carte d'identité de la tumeur, il faut un morceau de tissu à analyser au microscope. C'est l'analyse histologique. D'accord, mais comment on fait pour aller chercher ce petit bout de tissu quand la tumeur est située très profondément ou dans une zone très sensible du cerveau? C'est là qu'intervient une technique géniale, la biopsie stéréotaxique. C'est un peu comme un GPS chirurgical de très haute précision. Ça permet de guider une aiguille au millimètre près pour faire un prélèvement sans avoir besoin de faire une grosse opération. C'est un outil absolument essentiel. Une fois le diagnostic posé, on passe au traitement. Et le premier pilier, la base, quand c'est possible, c'est la chirurgie. L'objectif idéal, bien sûr, c'est de tout enlever, de faire ce qu'on appelle une exérèse complète. C'est la première ligne de défense, surtout pour les tumeurs bénignes et bien délimitées. Le deuxième pilier, c'est la radiothérapie. Elle entre en jeu pour les tumeurs malignes, soit en complément de la chirurgie pour nettoyer la zone et détruire les cellules restantes, soit comme traitement principal si la tumeur n'est tout simplement pas opérable. On vient cibler très précisément les cellules cancéreuses avec des rayons. Et enfin, le troisième pilier, c'est la chimiothérapie. Elle n'est pas utilisée systématiquement, mais elle fait partie de l'arsenal pour certains types de tumeurs malignes, souvent en association avec les deux autres piliers. C'est une approche qui agit sur tout le corps. Et cette phrase issue de nos sources est très importante. Elle est porteuse d'un message d'espoir. Pour beaucoup de ces tumeurs, si elles sont bénignes et qu'on les découvre suffisamment tôt, la chirurgie peut mener à une guérison complète et définitive. Ça souligne à quel point le facteur temps est absolument crucial. Et on va se quitter sur cette question qui nous pousse à réfléchir. Elle nous rappelle que les étiquettes, c'est bien, mais que la réalité est parfois plus complexe. Une tumeur peut être bénigne sous le microscope, mais si elle est située en plein cœur d'une zone vitale inaccessible à la chirurgie, que veut encore dire ce mot? Ça montre bien toute la subtilité et la difficulté de ce domaine. Merci de nous avoir suivis